Bienvenue à tous dans le 4e épisode de Radio Thermopyle. Moi c'est Dagon et avec moi aujourd'hui il y a Derrick. Salut. Et seulement Derrick, puisque Haddock et Anya ont eu un empêchement et n'ont pas pu venir à l'enregistrement aujourd'hui. Donc voilà, on va se faire un petit épisode en tête à tête avec Derrick. Ça va être très sympa, Voilà. Je m'en réjouis d'avance. Voilà, moi aussi. Je vous cache mal mon enthousiasme. Donc dans les sujets qu'on voulait évoquer aujourd'hui, on vous avait prévenu sur les réseaux sociaux, on va parler de 3 sujets. Donc on va évoquer la fameuse affaire Ange d'Ibn-Esha qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux pendant un court moment, mais qui a fait beaucoup de bruit. Court mais intense. Voilà, exactement, court mais intense. On va parler après de l'agression de cet individu transgenre qui s'est fait taper dessus à la manifestation contre Bouteflika par des Algériens et qui a été médiatisé. Donc le nom de l'individu en question, je crois que c'était Julia ou Julie, je sais plus. Et on finira avec un dossier concocté par Derrick sur les rebondissements dans le Brexit, puisque c'est une affaire qui dure depuis maintenant longtemps. Il y a toujours plein de trucs, c'est assez technique, mais on va essayer d'y voir plus clair. Et comme d'habitude, il y aura un interlude musical. Voilà, donc pour débuter, le premier sujet, donc, c'est l'affaire Ange, qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux si vous les suivez, et notamment si vous suivez l'actualité politique en France. Donc un rappel des faits, c'est-à-dire qu'en fait le 28 mars, il y a un contrôle de police d'un individu donc du nom de Ange d'Ibn-Esha, comme son nom l'indique, voilà, qui est un Africain, qui conduit sa BMW, qui est contrôlé positif pour de l'alcoolémie. Donc contrôle de police. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, jusqu'à présent, au moment de l'affaire, à ce niveau-là, les circonstances n'étaient pas vraiment élucidées. 2 jours après, il meurt à l'hôpital à la suite du contrôle. Donc évidemment, levée de boucliers massif sur les réseaux sociaux de la part de tous les activistes communautaires africains, de la LDNA, Ligue de défense des Nord-Africaines, la famille de la victime, tous les gens qui étaient impliqués dans les collectifs pour Adama Traoré, évidemment l'intarissable, l'inénarrable Rokhaya Diallo a pris position, pour nous expliquer que, évidemment, c'était une manifestation du racisme virulent et cruel des policiers blancs à l'égard d'un pauvre martyr noir qui a été tué en raison de sa couleur de peau, et que voilà, ça demandait des mesures d'urgence pour lutter contre le racisme systémique qui était vraiment un fléau dans la France du XXIe siècle. Sauf que, évidemment, comme d'habitude, plus d'informations sortent, et en fait, voilà, tout le récit de base se trouve complètement déconstruit, n'est-ce pas, pour ne pas dire détruit. Ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, le fameux ange, qui n'était pas un petit ange, parce qu'il y avait toujours le truc médiatique classique où on poste les gentilles photos, on explique que c'était un citoyen modèle, blablabla. Le gars conduisait sans permis, il était bourré au volant, et en fait, ce qui s'est produit, c'est que pendant le contrôle de police, pour dissimuler la cocaïne qu'il avait sur lui, il a avalé sa dose de cocaïne directement. Donc j'ai trouvé plusieurs versions, des articles qui disent 25 grammes, d'autres qui disent 10 grammes, ouais, mais j'ai surtout vu 25. Donc le gars ingère 25 grammes de cocaïne. Bon, évidemment, quand on ingère une telle substance, ça se finit mal. Et donc le gars meurt d'overdose à l'hôpital. Bien évidemment, ça désamorce complètement l'idée d'une sorte de brutalité policière ou quoi que ce soit. Et ça montre simplement qu'on avait faire face à un individu... voilà, il n'est pas victime de racisme ou de la brutalité policière. Il s'est connement suicidé en fait pour échapper à une condamnation. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une affaire qui en fait est assez pathétique et qui surtout témoigne beaucoup plus du climat de l'antiracisme en France et qui essaye de se faire passer pour libérateur et qui, à bien des égards, est plutôt une plaie dans la vie des Français, plutôt que soi-disant la police qui massacre des Noirs innocents pour le plaisir. C'est-à-dire que ça m'a fait penser au début, je sentais venir le truc d'une nouvelle affaire Adama Traoré. Donc le rappel des faits, bref, je pense que tout le monde connaît, mais donc en 2016, il y a une poursuite entre les forces de l'ordre et un délinquant donc du nom d'Adama Traoré qui appartient à une bande qui terrifie le quartier. Pendant la poursuite, il y a un plaquage et Adama Traoré meurt, je crois. Alors je sais plus si c'était à l'hôpital ou en trajet. Évidemment, affaire éminemment médiatique, dont toute la famille s'est emparée, les politiques, les machins, pour nous tenter encore une fois de nous faire croire que la police se complaît dans un racisme décomplexé et que vraiment les immigrés en craignent pour leur vie tous les jours au quotidien et peuvent même plus
pratiquer la délinquance en paix, c'est quand même assez scandaleux. Aussi, ce qui est sous-entendu par ces polémiques aussi, c'est qu'au final, les faits de délinquance qui leur sont reprochés ne seraient pas justifiés. Enfin voilà, ce seraient des contrôles aux faciès. Il y a aussi ça, il y a aussi le fait qu'ils ne sont pas des délinquants. Voilà, c'est pour prouver que, étant donné que les forces de police sont font a priori des préjugés, ça veut dire que a priori les délinquants sont innocents en fait. Ils sont de base innocents. Alors que ce qui est très drôle, parce que dans toutes ces affaires, c'est toujours des gens qui ont des histoires pas possibles, des casseroles hallucinantes. On se souviendra de la famille de Théo Luaka, qui s'était rendu coupable de nombreux supposés détournements de fonds publics pour des associations de réinsertion et compagnie, alors qui montaient à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Enfin, il y avait toujours des histoires comme ça, c'est assez incroyable. Et ça, la dernière en date, ou en tout cas la plus cocasse, là, c'était l'affaire Théo, avec la fameuse matraque qui aurait été insérée dans ce jeune homme. C'est ça. C'était abracadabrantesque du début à la fin, cette affaire. C'en était drôle en fait. Là, c'était vraiment. Disons qu'en plus, là, pour faire un détour par l'affaire Théo, ce qui était manifeste, c'est qu'on avait les bandes vidéo en fait. Donc, l'idée, le scénario que Théo avait raconté était complètement délirant, selon laquelle ils auraient insulté, ils l'auraient frappé gratuitement, le mec l'aurait retourné pour le violer avec la matraque, c'était n'importe quoi du début à la fin. Comment dire, l'importance médiatique et politique qu'a pris l'affaire était assez ahurissante, parce que François Hollande, en personne qui était président de la République, s'était déplacé à son chevet. C'est ça, enfin, voilà, dans une scène mythique où toute la majesté de François Hollande a pu s'exprimer. Et le plus drôle, c'était sur le retour. Non, c'était pas le. C'était qu'il avait un oncle, je crois. Un oncle qui était un proche d'un dirigeant africain de son pays. J'aurais dû faire des recherches là-dessus, mais c'est vrai. Oui. Il avait de la famille effectivement qui était plutôt placée au pays et j'en avais fait toute une histoire aussi. Mais c'est marrant parce que en France, on dirait que depuis en gros Malik Oussekine, mais c'est peut-être avant, mais on dirait qu'on est toujours dans cette espèce de stase temporelle où la France est une dictature nationaliste et populiste dans laquelle les Noirs sont chassés et les Arabes sont chassés tous les jours pour leur couleur de peau et massacrés de façon gratuite par la police. Ce qui est complètement délirant, mais au plus haut point. Mais on est toujours là-dedans, quoi. Après, il y a un peu une évolution, je pense. En tout cas, il y a deux types d'affaires dans ce genre de cas. Il y a le type d'affaires qui vire à l'émeute. On l'a vu avec Ziad Ebouna, qui était mort dans le transformateur électrique, où c'était devenu une affaire vraiment. En fait, la délinquance avait engendré de la délinquance avec les cités qui prenaient feu et tout. Et il y a aussi des trucs comme Malik Oussekine, comme Théo ou quoi, où là, ça prend une dimension beaucoup plus politique. Et c'est vrai que il y a vraiment, je pense, c'est-à-dire que il y a les deux trucs, mais c'est toujours la même chose. C'est l'idée que cet événement ponctuel illustrerait un climat général qui justifierait la prise de mesures ou dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, ce qui est intéressant, la raison pour laquelle on a pris finalement ce fait divers sans grand intérêt en tant que tel, c'est à cause de la réaction médiatique qu'il a engendrée sur les réseaux sociaux, surtout parce que l'importance des réseaux sociaux, c'est que c'est des choses où les réactions sont instantanées et très rapides. Donc c'est pas comme s'il faut attendre un cycle médiatique dans un journal, il faut attendre que les hommes politiques fassent des communiqués, là ça va très vite. C'est-à-dire que dans les heures qui suivaient l'affaire, il y avait des membres de la famille ou des gens qui étaient impliqués dans le communautarisme africain qui avaient fait des déclarations, qui nous avaient expliqué que c'était un climat de ceci, de cela. Et c'est intéressant parce que je trouve qu'on voit très nettement, et je crois que ça s'est révélé avec l'affaire Adama Traoré, le fait que des gens, alors notamment comme Rokhaya Diallo, mais pas que, mais je trouve que c'est elle qui illustre ça le mieux, tentent de nous faire du Black Lives Matter en France, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent utiliser les mêmes méthodes et le même... comment on pourrait dire ça, la même victimologie pour nous faire un logiciel politique comparable. C'est-à-dire que Black Lives Matter, c'est donc ce mouvement théoriquement grassroots américain communautaire qui vise à montrer que, donc encore une fois, les violences policières blanches qui massacrent des Noirs, et que du coup il faut protéger la vie des Noirs, et en fait qui avait pris vie avec divers faits divers comme celui de Mike Brown ou des gens comme ça, où en fait on nous les présentait comme des innocents citoyens modèles afro-américains irréprochables, tués par une police limite affiliée au Ku Klux Klan, et ça justifiait donc des compensations financières, une loi à 2 vitesses dans les communautés afro-américaines, etc., etc. Et en fait c'était l'idée de faire pression pour une compétition victimaire dans l'espace public, en disant maintenant le pays d'accueil, enfin dans le cas c'est pas le pays d'accueil, mais le pays principal, vous les blancs, vous êtes coupables, maintenant il faut casquer, il faut nous respecter, et ça peut plus durer comme ça, quoi.
Et en fait, ce qui s'était produit, enfin, avec Adama Traoré, c'est qu'on est vraiment passé à une émulation de ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a eu le fameux hashtag, donc justice pour Adama, tout ça. Les manifestations avec les banderoles. Donc il y avait quand même le côté très organisé. C'est-à-dire qu'on n'était pas juste dans un truc où quelques personnes ont poussé une gueulante et c'est fini. Il y a eu un effort de constituer une association et des mouvements qui ont duré, avec ce même récit. Avec notamment la médiatisation du personnage de la sœur d'Adama Traoré, qui est devenue la figure du mouvement, quoi, et qui est interrogée alors, de façon absolument, comment on pourrait dire ça, avec moult flagornerie sur France Inter, avec ce ton très oh oui, vous êtes la sœur du pauvre Adama qui a été massacré, toujours avec ce côté un peu intimiste, où on sent un peu la fascination exotique du prof gauchiste pour la victime, enfin, ce côté très malsain. Et voilà, c'est l'idée de nous faire culpabiliser en nous expliquant que c'est révélateur d'un climat. Mais, ouais, vas-y. Non, je voulais rebondir parce que tu parlais de Black Lives Matter. Ouais. Effectivement, moi j'ai l'impression que ça traduit un peu sur plein de sujets une espèce d'américanisation de la gauche en France. Oui. Avec, on a voilà, tout ce qui est théorie du genre, cheveux bleus, SJW. On a voilà, la volonté de faire voilà, des safe space, de toujours vouloir protéger les diverses communautés, l'idée des quotas aussi dans les universités, tout ce qui arrive, le fait de vouloir déboulonner les statuts, tout ça c'est des choses qui viennent des États-Unis et qui commencent à trouver un certain écho en France. Oui. Bah, c'est des trucs. Oui, on peut aussi voir l'apparition de tout le jargon de la gauche avec les racisés, VG choix, misogynoir, toutes ces conneries. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose qui très nettement vient des États-Unis, ce que beaucoup de Français n'ont pas vu et n'ont pas compris avant que ça vienne chez eux. C'est-à-dire que c'est un truc qui existe aux États-Unis depuis en gros à la fin des années 90 avec la prolifération de ce qu'on appelle la théorie critique, hein, qui en français c'était plutôt la sociologie critique, chez eux c'est la théorie critique qui était donc explicitement appelée French Theory, hein, la théorie française avec les Derrida, Deleuze, Guattari, Foucault, des gens comme ça. Et effectivement qui était cette nouvelle gauche très postmoderne qui nous est débarquée dessus. Et je me souviens, je pense qu'on peut dater le moment où c'est arrivé, alors c'est peut-être un peu présomptueux de prendre un seul moment, mais où ça m'avait frappé, c'était avec Ouria Boutelja en fait. À mon avis, ça arrive avec elle parce que avant, il y avait toujours la mythologie du SOS racisme, c'est-à-dire un antiracisme daltonien finalement. C'était en gros, on est tous égaux face à la République, et ce que les minorités demandent, c'est d'être reconnus comme des citoyens français abstraits, dotés de droits, des mêmes devoirs. Alors que là, on est vraiment dans la communautarisation de la société. Tout à fait. C'est là, nous voulons revendiquer notre identité, et la République doit nous donner ce qui nous est dû en vertu des torts qui nous ont été faits historiquement, donc esclavage, colonialisme, etc. Et je me souviens que c'était très parlant. Il y avait une émission de Ce soir ou jamais, à l'époque où ça passait encore, donc l'émission de Tadei, où il y avait Ouria Boutelja qui passait, alors pour présenter. Je crois que c'était au moment où il avait écrit son bouquin qui s'appelait Nous, les Blancs, les Juifs, ou je sais plus, un truc comme ça. J'ai plus le nom en tête, je paraphrase. Et où elle était face à Thomas Guénolé, donc le politiste, fils spirituel d'Emmanuel Todd, qui bosse pour les Insoumis et compagnie, et qui lui est en fait est un ringard. C'est-à-dire que Thomas Guénolé est jeune, mais ses positions sont en fait d'une gauche qui est ringarde. C'est-à-dire qu'il est encore sur la question sociale, et il est encore dans le côté SOS racisme, touche pas à mon pote. Et sur le plateau, c'est intéressant parce que Ouria Boutelja parlait donc de ses positions, donc l'indigénisme, quoi, les indigènes de la République. On veut pas être marginalisé en tant que citoyen, on veut être considéré comme des Arabes et des Noirs. Des torts nous ont été faits, vous devez les payer, vous êtes des Blancs, assumez votre identité de Blanc, etc. Et lui disait non, mais vous vous rendez compte que vous dites c'est aussi raciste que les gens qui sont racistes envers les Arabes, tu vois. Et on sentait vraiment que le mec comprenait pas ce qui se passait, à tel point qu'il y a beaucoup de gens de droite. Je suivais en live tweet, comme on dit sur Twitter et tout, et les gens disaient mais en fait Guénolé il défend la République, et limite Guénolé devenait patriote, quoi. Alors que les mecs comprenaient pas qu'ils étaient en train d'assister à un combat générationnel au sein de la gauche en fait. Voilà, c'est ça, c'était une guerre civile au sein de la gauche, et nous on avait juste des gradins pour y assister. Mais ce qui se passe, c'est qui est assez net, c'est que c'est la gauche indigéniste qui est en train de prendre le pas aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire là, au vu de la campagne actuelle pour les européennes qui traduit quand même une certaine partie du paysage politique français. On voit clairement que la gauche traditionnelle, que ce soit le PS ou je pense à Europe Écologie Les Verts, encore que les Verts se maintiennent sur cette élection qui leur est quand même favorable historiquement. Oui. Mais voilà, on voit clairement qu'aujourd'hui, ceux qui tiennent le discours, même au-delà du paysage politique sur Internet, ceux qui tiennent, on va dire, le haut du pavé pour la gauche, c'est clairement la France Insoumise, c'est
tout le mouvement indigéniste, ça va être tous les, la toutes frange, les choses de transgenres, la etc. frange communautariste des Insoumis, puisqu'il y a aussi Oui. le problème des Insoumis qui sont en fait séparés en deux Oui. et qui tiennent uniquement par la personnalité charismatique de Mélenchon, mais en réalité c'est un parti qui est profondément instable, puisqu'entre la ligne républicano-souverainisto-sociale alors j'ai oublié comment il s'appelait, c'est ce conseiller qui était à la France Insoumise qui s'est fait virer. Oui, j'ai oublié son nom aussi, mais qui était avait, plutôt qui avait osé émettre des réserves quant à l'immigration, voilà. et qui effectivement s'est fait virer et puis qui avait une position plutôt anti-OTAN, plutôt pro-serbe limite et tout ça, qui s'était fait dégager au profit de gens comme Daniel Obono qui incarne pour le coup très bien la frange indigéniste du parti. Bon, mais c'est vrai que voilà, c'est cette gauche-là qui a plutôt le vent en poupe. Il y a aussi, même si bon, au niveau des sondages, il passe pas beaucoup, mais le Génération.S de Benoît Hamon, qui est aussi clairement dans cette. Ils incarnent ça, oui, et puis pareil. Rien que quand tu choisis un nom. Un nom de parti en écriture inclusive, on sent qu'il y a déjà quelque chose qui coince. C'est ça. Bah oui, c'est-à-dire que. Mais oui, c'est tout à fait ce combat intestinal qui est en train de déchirer la gauche aujourd'hui, et il semblerait quand même que sur la gauche, on va dire. Le problème, c'est que le terme postmoderne est très utilisé outre-Atlantique, mais il est un peu trop. Donc il est un peu galvaudé, mais on pourrait dire la troisième gauche, la nouvelle gauche qui est en train de triompher. Ouais, moi, au vu des influences qui règnent là-dedans, je parlerais même moi d'une gauche américanisée en fait. Même si c'est une gauche qui va critiquer l'installation des McDo ou ce genre de choses. Enfin, et encore que. Eux n'en parlent plus du tout de ça. C'est ça, ils en parlent pas. C'est ça. En fait, on sent qu'ils ont vraiment abandonné tous les combats historiques du socialisme. C'est-à-dire qu'en fait, au nom de l'intersectionnalité, ils ont intégralement abandonné la justice sociale, le volet économique des combats de gauche, pour se concentrer sur la défense des minorités raciales et sexuelles. En fait, ils ont justement la gauche avant combattait les McDo. Aujourd'hui, ils ont institutionnalisé leur slogan venez comme vous êtes, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une alliance. C'est vraiment une alliance impie. On dirait vraiment un croisement de deux races de chiens un peu immondes. Où c'est à la fois on a le côté vraiment marchandisation, le capitalisme dans ce qu'il y a de plus moche et de plus vulgaire, avec évidemment la jérémiade communautaire permanente, le chantage au pognon, avec un truc qui notamment marche très bien aux États-Unis et qui marche un petit peu en France, qui est l'idée qu'il faudrait donner des réparations financières au nom de l'esclavage et de la colonisation aux Noirs, tu vois, par exemple. Donc c'est ce que demandent donc notamment les Afro-Américains, et c'est ce que demande Louis Georgetin du CRAN en France, où il disait après tout la République, l'État français, la République française nous a opprimés dans le passé, filez-nous de la thune, et puis voilà. Alors sans jamais dire combien, sera suffisant, et puis voilà. En fait, c'est amusant parce que à part sur des cas comme Adama Traoré ou l'affaire Ange, où ils vont se baser sur des choses qui ont une importance, c'est-à-dire qu'il y a une vie humaine, où là effectivement justement ils vont faire monter la sauce parce que c'est pour le coup il y a un véritable enjeu, si tant est que leur position de départ soit juste. Mais bien souvent leur combat en fait ça va être sur des détails, ça va être sur le déboulonnage des statuts, on l'a vu pas mal aux États-Unis et un petit peu en France si la question a été posée, ça va être sur l'écriture inclusive, sur des trucs mais qui sont insignifiants. Le fait de demander une compensation financière pour l'esclavage, mais je veux dire c'est ridicule en fait. Tu peux pas demander une compensation financière pour un truc qui s'est passé il y a 200 ans. C'est-à-dire que tu peux pas d'un côté dire vous n'avez pas le droit de vous réclamer de ce qu'ont fait vos ancêtres pour en tirer une fierté culturelle ou politique. Par contre, vous devez reconnaître ce que vous avez fait à mes ancêtres il y a 2 siècles et allonger la facture maintenant. Quoi. C'est-à-dire qu'en plus, il y a une autre contradiction qui est contenue dans ce discours, et qui est notamment vraie en France et qui n'est pas vraie pour le coup aux États-Unis, parce qu'il y a un modèle d'intégration qui est différent. Mais au nom de la civilisation républicaine qui théoriquement est daltonienne et ne reconnaît pas de communauté, je veux dire, il n'y a personne entre l'individu et l'État, normalement en France. C'est qu'en gros, quand Louis Georgetin nous dit vous devez nous payer des réparations en vertu du tort que vous nous avez fait, c'est une contradiction performative de l'idée de l'assimilation républicaine, puisque c'est-à-dire que si toi tu prétends être aussi français que toi et moi, ça veut dire que toi aussi tu devrais t'estimer coupable de la colonisation que tu as fait aux Africains parce que tu es aussi français que vous et moi. Mais on voit bien que c'est très absurde comme position. On voit bien qu'en fait ça démontre aussi à mon sens que l'assimilation ou l'intégration c'est un fantasme absolu et que ça marchera jamais, ça a jamais marché, ça marchera jamais. Je crois que je l'ai déjà dit dans une autre émission, mais pour moi c'est vraiment en fait si on part pas de ce postulat là, on peut pas arriver à une politique de bon sens en fait. C'est ça, parce que là c'est vraiment mais c'est vrai que c'est la tarte à la crème absolue qu'il faut abandonner, c'est l'intégration-assimilation, c'est-à-dire que
Déjà à l'époque où c'était théorisé, ça ne pouvait pas marcher, c'était une situation qui arrivait beaucoup trop tard, c'était trop peu trop tard. Aujourd'hui, c'est criminel quoi, de prôner ça, c'est plus du tout à l'heure du jour quoi. Mais voilà, mais donc pour fermer un peu la parenthèse et revenir au début, c'est vrai qu'effectivement on sent qu'il y a l'américanisation de notre communautarisation, c'est-à-dire que au-delà du discours vibrant sur la République et tout, on a des gens qui n'en ont rien à secouer, et la nouvelle génération des militants communautaires immigrés, ce qu'ils veulent c'est être reconnus en tant que communauté avec des droits spéciaux, du pognon, une forme de la représentation dans les médias, c'est-à-dire que c'est pas du tout des gens à qui vous vendrez la méritocratie républicaine, puisque eux considèrent que toute la République est foncièrement raciste, ce qui est comme une proposition qui en France est comme délirante. Enfin, je veux dire, autant on peut l'argumenter pour les États-Unis, parce que c'est vrai qu'il y a eu les lois de Jim Crow, il y a eu les ségrégations, donc au moins il y a un petit noyau de faits justes sur lequel on peut construire ce truc, mais en France ça marche pas du tout. C'est-à-dire qu'ils sont obligés systématiquement de revenir au code noir sous Napoléon et trucs comme ça. Enfin, plus Napoléon républicain, bon voilà. Mais donc on est là-dedans quoi. Et ce serait intéressant si on prétend incarner une nouvelle génération d'une droite enracinée qui défend authentiquement les Français de souche et les Franco-Européens, d'arrêter, à la fois de critiquer le discours assimilationniste républicain pour enterrer ce truc-là, passer à autre chose, tout en comprenant que la gauche elle-même n'est plus sur ce logiciel-là, et qu'il faut passer à une critique de l'indigénisme en assumant clairement. Ces gens-là revendiquent une politique identitaire, bah nous aussi on va le faire. Ouais. Mais nous on est légitime parce qu'on est chez nous, pas eux. C'est-à-dire qu'ils se disent les indigènes de la République. D'une certaine manière, ils n'ont pas tout à fait tort, parce que c'est vrai que la République a toujours eu un tropisme cosmopolite par son colonialisme. Oui, par son universalisme assumé, revendiqué plutôt. Donc à la limite, on leur dit, mais prenez la République, nous on garde la France. Mais cassez-vous en fait. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, il faudra aussi faire cet effort intellectuel-là pour les gens de droite, de ne pas toujours regarder dans le rétroviseur, regarder dans le passé, et comprendre que là, on est en train de voir apparaître une nouvelle lutte. Ce qui est d'autant plus intéressant que j'évoquais l'intersectionnalité tout à l'heure, c'est un concept qu'il faut absolument comprendre. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand je vois des gens de droite qui disent oui, la France, ce pays bolchevique dominé par les marxistes, comme si on était dans les années 60 et qu'il y avait les... Enfin, on n'est plus là du tout, quoi. Les Louis Althusser, personne sait qui c'est, on s'en fout. Même moi, je sais pas qui c'est. Voilà, non mais c'était le grand nom du marxiste phénoménologique qui avait notamment accédé à la notoriété avec un bouquin, Lire le Capital, etc. Et qui avait réaccédé à la notoriété en étranglant sa femme. Mais ça, c'est autre chose. Mais voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus les marxistes de l'ENS qui font où on en est, c'est plutôt ces gens-là qui comptent. Quelqu'un comme Rokhaya Diallo est beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'elle est très invitée sur les plateaux télé, elle a pignon sur rue. Et le discours qu'elle présente est très net pour qui veut se donner la peine de le décoder. Et c'est notamment celui de l'intersectionnalité. Donc si on pouvait prendre... Enfin, je vais prendre juste 2 minutes pour expliquer ce que c'est. L'intersectionnalité, c'est un truc c'est particulier, mais c'est l'idée selon laquelle, en fait, il faut pas juste additionner ou choisir, sélectionner entre les différentes luttes qui ont composé la mythologie de la gauche, donc l'anticapitalisme, la reconnaissance des droits pour les minorités sexuelles ou les minorités ethniques, le féminisme, etc., etc. En fait, il faut synthétiser ça dans un réseau d'oppression qui appelle à un réseau de luttes liées entre elles. Ça rejoint la convergence des luttes, au final. C'est ça. Et du coup, ça crée ce truc qu'on appelle l'intersectionnalité, qui est qu'en gros... c'est pas forcément voulu, mais ça crée ce truc-là, où de fait il y a une hiérarchie des opprimés au sein du camp des opprimés de la gauche. Ce qui a un effet bénéfique, c'est que ça permet de faire une grande coalition des opprimés. Le problème, c'est que cette hiérarchie interne fait qu'il y a des luttes entre les opprimés. Oui, c'est ce que je voulais dire quand on prenait un peu l'exemple des États-Unis. Oui. C'est que par rapport aux États-Unis, on a quand même une particularité, nous en France et même plus largement en Europe, c'est que nous on subit une islamisation grandissante et de masse. Et on a aussi, ça s'accompagne du phénomène de ce qu'on appelle un peu les islamo-racailles, quoi, des mecs d'origine maghrébine, pas forcément ultra pieux, mais qui vont revendiquer quand même l'islam en tant qu'identité, en tant que racine, et qui vont du coup agir en revendiquant leur origine arabo-musulmane, en voulant un peu imposer leur vision du monde, si ce n'est dans la société parce qu'ils font pas de politique, mais au moins dans leur quartier par la violence et tout. Et du coup, moi je pense que ça peut faire ça fait un peu un pont avec un autre fait divers qu'on a vu récemment. C'était donc ce dont on voulait vous parler ensuite, l'affaire du transsexuel qui s'est fait agresser
dans une manif anti-Bouteflika. C'est-à-dire que là, on a des gauchistes qui justement prônent cette intersectionnalité dont tu parlais, cette convergence des luttes en disant on est tous opprimés, machin. Mais en fait, ça marche aux États-Unis, enfin ça peut marcher dans une certaine mesure peut-être aux États-unis. Et encore, ça marche. Et encore, pour en parler, mais ça ne marche même pas là-bas. Mais chez nous, c'est clair qu'en fait, c'est voué à l'échec parce que là, on l'a vu, une manif d'Algériens croise un transsexuel, le mec se fait taper. Oui. Et enfin, là, on a voulu dans la presse à ce moment-là, au moment de cette affaire, on a voulu mettre un peu sous le tapis justement cette espèce de lutte entre interdiversité, on va dire. Puisque dans la majorité des articles que j'ai lus, si ce n'est l'article de Marianne qui l'a mis en titre et je crois Le Parisien qui l'a mis un peu, qui l'a glissé dedans, mais sinon la quasi-totalité des articles qui évoquaient l'affaire ne disaient jamais que la foule agressive entre guillemets était constituée d'Algériens qui étaient en train de faire une manif, alors que oui, puis qui en plus revendiquaient le fait d'être Algériens, qui étaient tous drapés de leur drapeau, chantaient leur chant et tout. C'est-à-dire que c'était même pas. Enfin, pour le coup, c'était criant, quoi. C'était évident. Moi, j'ai vu la miniature de l'article là sur mon fil d'actu. Moi, tout ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il y avait 3 drapeaux algériens sur une seule photo, quoi. Oui. Mais en fait, dans l'article, une fois que je l'ai lu, il y avait rien qui faisait on aurait dit on savait pas trop le limite. C'était des gens qui étaient affiliés à la manif pour tous. Bon, on sait pas trop. C'était un peu suspect, quoi. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, on voit apparaître, et c'est intéressant parce que ça apparaît immédiatement en France. Mais c'est aussi parce que c'est un logiciel qui est instable, des cassures dans la coalition des marges. Puisqu'en fait, c'est ça le projet qui est porté par la gauche aujourd'hui en France et qui est porté depuis longtemps par la gauche américaine. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une parenthèse là-dessus un petit peu après. C'est qu'en fait, cette alliance des opprimés face à la figure de l'oppresseur ultime, qui est en gros le mâle blanc, cis hétéronormé, du patriarcat catholique capitaliste. Figure qui d'ailleurs existe de moins en moins concrètement parce qu'on vit plus dans le patriarcat. Capitalisme en France, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on est comme dans un état très administré. Enfin bref, on pourrait accumuler les trucs, mais sachant qu'en plus aujourd'hui les homosexuels de souche sont en gros les mâles blancs oppresseurs du mouvement LGBT, donc bon, ça devient très compliqué cette histoire. Mais voilà, c'est-à-dire que les cassures apparaissent, c'est-à-dire que on peut pas juste faire une coalition sur tu détestes l'autochtone français de souche qui te pique ton pognon et ta dignité. C'est-à-dire que ça a pu tenir à un moment, mais aujourd'hui ça ne tient plus, quoi. C'est que je pense qu'au début cette coalition tenait par un simple rapport du nombre, qui était qu'il y avait peu d'immigrés encore, et du coup il devait et surtout peu d'homosexuels. Et peu de transgenres revendiqués. Oui, alors déjà effectivement, dans le côté libération sexuelle et toutes les horreurs que ça implique, on était moins loin. Et en plus, il y avait moins d'immigrés. Et les immigrés en question n'étaient pas encore dans la phase de réislamisation qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que les Arabes des années 80 SOS racisme n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Donc déjà, ça tenait mal, mais ça tenait un petit peu. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison que ça tienne. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle les islamo-racailles de banlieue vont faire front commun avec les transgenres et les féministes à cheveux roses polyamoureuses contre le mâle blanc, enfin c'est n'importe quoi du début à la fin. C'est-à-dire que c'est une vision qui... Enfin, il faut vraiment vivre sa vie à l'université pour croire ça, quoi. Enfin, c'est tellement délirant que c'est pathologique à mon avis. Mais... Ouais, carrément. Et donc je voulais expliquer un petit peu ce que j'entendais par coalition des marges. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est produit... on a beaucoup parlé en France du rapport Terra Nova, tu sais, le rapport qui disait il faut abandonner les classes populaires et se concentrer sur les mères célibataires, les immigrés et les minorités sexuelles. Et beaucoup de gens en France, notamment à droite, ont fait l'erreur de croire que deux choses. Premièrement, que ce que disait le rapport était la cause du changement d'orientation de la gauche, alors qu'il en a été le symptôme. Et de deux, qu'en gros, c'est une sorte de particularité française. C'est-à-dire que non seulement je pense que la gauche, ça fait bien longtemps qu'elle a acté ce changement-là, d'abandonner intégralement les classes populaires pour les catégories précédemment citées, c'est simplement que les mecs de Terra Nova, en gros, une fois que la bataille s'était jouée, on dit oui, on va rationaliser le truc en disant oui, c'est notre nouvelle stratégie. Mais de fait, c'était déjà leur stratégie depuis bien longtemps, depuis au minimum le milieu des années 80, donc aujourd'hui ça fait près de 30 ans, hein, voilà, c'est pas tout jeune. Et surtout, c'est complètement inspiré, pour ne pas dire calqué, de la technique qui a été la coalition des marges et qui est employée par le Parti démocrate américain depuis en gros l'époque Reagan. Parce que ce qui s'est passé avec Reagan, donc l'élection de Reagan c'est 80, c'est que Reagan met en place une nouvelle offre politique pour faire élire la droite, qui est en gros, on s'adresse aux classes populaires de souche américaine, enfin blanche américaine,
en accent sur les valeurs familiales, le christianisme, le capitalisme, et en gros ce truc-là. Et avec l'idée que, et ça a marché de manière remarquable, on va complètement voler les classes populaires à la gauche, qui encore avaient une assise populaire grâce aux syndicats. Le résultat était formidable, Reagan a déglingué l'élection, il s'est fait réélire, voilà. Il avait des scores à moitié soviétiques, c'est quelqu'un qui bénéficie toujours d'une aura absolument brillante dans les milieux de la droite américaine, alors qu'il a fait beaucoup de choses éminemment contestables. Mais voilà. Et donc, ce que fait le Parti démocrate en réponse à ça, c'est de se dire, on peut plus récupérer le cœur du pays, ce cœur, cette nation historique, comme aurait dit Peter Brimelow. À la place, on va faire toute la coalition des gens qui sont sur le côté, la coalition des marges contre ce modèle dominant. Et donc c'est pour ça que c'est à partir de ce moment-là que le Parti démocrate se met à faire du racolage pour les minorités sexuelles, les immigrés et compagnie. Alors bien évidemment, ça s'accorde aussi avec leur vision du monde profonde, c'est pour ça qu'ils le font. Mais ils théorisent ça et ils le rationalisent dans une stratégie politique qui fait qu'en gros, il faut rassembler diverses factions, puis leur donner des miettes de chaque truc pour leur faire plaisir. L'idée étant que, quand même, il ne faut pas déconner, le leadership du parti sera toujours sous le contrôle des vieux blancs friqués, Sterling Clinton, quoi. Et aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître aux États-Unis, c'est très intéressant, c'est une brisure complète du Parti démocrate sur les lignes qu'il a lui-même suscitées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une prolifération de candidats à la primaire qui est démesurée. Je crois qu'on est à plus de 20 déjà, alors que l'élection est dans 1 an. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les accusations du style « Mais comment vous osez présenter un homme blanc à la primaire ? Mais on est en 2019, c'est intolérable, il faut présenter les minorités. » On a le cas de Alexandria Ocasio-Cortez, qui se dit littéralement socialiste aux États-Unis, qui est mexicaine, qui veut faire un New Deal environnemental. On a la députée, une congresswoman du Minnesota, qui est donc somalienne, qui porte le hijab et qui critique Israël en disant oui, Israël dirige notre politique et tout. Donc évidemment, conflit, accusation d'antisémitisme, c'est le bordel intégral. Tout le monde se tire dans les pattes. Et ce qui se passe, c'est qu'à mon avis, c'est ce qui est en train de se jouer en France avec une différence. C'est que nous, on n'est pas dans un modèle bipartisan. Donc en fait, c'est pas un conflit au sein d'un parti, c'est juste qu'il y a un fractionnement de la gauche en plein de partis, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a les insoumis. Et encore que, comme tu disais tout à l'heure, même les insoumis vivent ce conflit en interne. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les insoumis, le jour où il n'y a plus Mélenchon, ça va se sectionner, c'est évident. Il y a les trotskistes, il y a le PS avec Glucksmann qui essaie de fusionner avec son truc Place Publique. D'ailleurs, il a fait un meeting à Toulouse il n'y a pas longtemps, c'était un bide. C'est n'importe quoi. Il y a l'offre Macron, mais qui est quand même un peu bourgeoise, donc qui a un peu du mal avec ces questions-là. Donc qui tolère un peu de leur filer un peu de fric, mais pas plus. Il y a vraiment un éclatement de cette coalition des marges qui est en train de se faire. Et du coup, il faut aussi se rendre compte de ce paysage-là, c'est que là, on se prépare pour une guerre civile à gauche qui va être très violente et qui va se dérouler en marge de la guerre civile à droite, entre, en gros, pour aller très vite, le centre-droit libéral, managérial, déraciné et compagnie, et la droite enracinée, la droite patriote, la droite authentique, quoi. Et je pense que notre guerre civile sera plus facile à gagner que la leur. Et donc c'est important de se recomposer au plus vite, justement pour prendre l'avantage sur l'autre camp, quoi. Après, à mon avis, là où il y a quelque chose à faire à droite, et même dans le camp patriote, dans le camp même enraciné, patriote et tout, c'est pour reprendre l'exemple un peu du fait divers qu'on a évoqué, là, de ce trans un peu chahuté par une bande d'Algériens, c'est qu'on n'a pas à choisir notre camp. Voilà. Je pense qu'il y a une vraie tendance aujourd'hui depuis très longtemps en fait, au sein des courants patriotes en fait, soit de prendre un peu le parti de la minorité LGBT contre l'islamisation, en réaction en fait à l'homophobie entre guillemets des musulmans, pour dire regardez, oui, l'Occident c'est aussi la liberté sexuelle, c'est aussi ce genre de conneries. Oui, c'est Babylone, l'Occident dégénéré. C'est l'horreur. Et d'ailleurs, c'est ce que dénoncent carrément, que ce soit les musulmans, même les petits vieux musulmans dans les cités, les racailles papieuses pour un sou mais revendiquant l'islam, ou alors carrément les djihadistes de l'État islamique, tous justement voient dans l'Occident justement cette Babylone, ce monde de dégénérés, transgenres aux cheveux bleus, avec une licorne, ça, c'est vraiment ce que dénonce ce camp. Et l'excès inverse dans certains milieux, là plutôt style gravitant autour de la manif pour tous, etc., qui vont voir dans l'évolution des mœurs justement la mort de l'Occident, qui vont voir dans
ces musulmans, on va dire. Des alliés de circonstances. Des alliés de circonstances, exactement. Il y en a plein, à mon avis, qui, en voyant l'agression, se sont bien marrés en se disant haha, ce trans, il se fait bousculer par des Algériens, mais au final, ils sont pas si méchants que ça. Pour une fois que les immigrés font le boulot que les Français veulent pas faire, quoi. Limite, voilà, c'est ça, quoi. Alors que, moi, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à clarifier. Déjà, vis-à-vis de ces musulmans, il faut quand même clarifier la chose en leur disant non. Lucie ou Julia, là, voilà, Julia, non, n'est pas représentative de l'Europe ni de l'Occident. Elle ne prétend pas déjà, il ou elle, Yel, ne prétend pas représenter quoi que ce soit d'enraciné en Occident, et nous-mêmes ne nous reconnaissons pas du tout dans ce modèle-là. C'est pas ça la civilisation occidentale. Dans la lutte qui oppose donc les musulmans, on va dire anti-LGBT, et justement la minorité LGBT, la droite a trop longtemps été habituée et s'est habitué à sa propre paresse intellectuelle, parce que je pense que c'est vraiment un trait qui définit notre camp, et c'est dramatique, c'est la paresse intellectuelle et le réflexe de choisir le chemin de moindre résistance, qui est de se dire, soit je déteste plus les homos que les arabes, du coup, ligne égalité-réconciliation, alliance avec l'islam pour la tradition française, voilà, on va pas en dire plus. Ou alors, je déteste plus les arabes que les homos, du coup, vite, le front nationalisto-LGBT pour dégager ces arabes qui nous empêchent de nous refiler, de vivre comme des dégénérés au quotidien. Mais non, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est rejeter de façon égale ces deux choses, en disant non, on propose notre propre modèle qui est authentiquement le nôtre, qui est qu'on veut vivre chez nous selon nos modèles ethnoculturels, et qu'on veut vivre de façon saine sur la question des mœurs, en se revendiquant pourquoi pas d'un conservatisme social bien compris, alors qu'il n'est pas être réactionnaire ou rigide ou je sais pas quoi, mais être assumer que non, on n'a pas à tolérer, on n'a pas à dire oui à toutes les demandes du lobby LGBT sous prétexte que non, ça et ça en plus, je pense que si c'est important de le dire, que c'est pas nécessairement des questions religieuses en fait qui imposent cet ordre moral, parce que je veux dire, même si certains vont nous sortir l'exemple de la Grèce antique qui tolérait totalement l'homosexualité, c'était une homosexualité qui se voulait très virile en fait, donc un mec qui aurait commencé à porter des robes en Grèce, il portait des robes, mais non mais si un mec commençait à se prendre pour une femme, voilà, c'est ça, il allait être carrément éjecté, mis au banc de la société, donc non, il y a rien d'européen dans ce genre de comportement. Voilà, non, et puis en plus quelqu'un pourrait nous dire oui, mais vous comprenez, au moins on peut s'appuyer sur l'un pour faire barrage à l'autre. C'est-à-dire que soit en gros on considère que les minorités LGBT sont des Européens, des Français de souche, et donc ils ont la même légitimité dans ce combat, et donc il faut s'allier avec eux pour leur filer un coup de main contre l'envahisseur venu d'ailleurs. Mais ça marchera pas, parce que on peut pas, comment dire, il faut savoir pourquoi on se bat aussi. C'est la question, pourquoi nous combattons. C'est-à-dire qu'on veut aussi vivre pour rester ce qu'on est en fait. Voilà, et puis on veut aussi une société qui soit quand même qui soit saine, qui soit belle, qui défende la justice, tout un tas de valeurs. Et c'est vrai que ça demande aussi de se poser la question sur les mœurs, c'est-à-dire que on peut pas, vouloir la même merde que maintenant juste sans les Arabes, c'est pas un projet qui soit vertueux. Voilà. Donc c'est ni possible ni souhaitable de faire cette alliance-là. Et de l'autre côté, des gens me diront oui, mais on peut s'appuyer sur l'islam pour se débarrasser de ce qui est anti-traditionnel, puisque comme nous, les musulmans sont traditionnalistes. Alors déjà, c'est pas que un combat sur les valeurs, c'est un combat aussi sur l'identité, et donc ça, ils ne le partageront jamais avec nous, donc ils n'ont pas vocation à nous rejoindre dans cette lutte-là. Et ensuite, ils sont traditionnels de leur tradition, qui n'est pas la nôtre, donc il n'y a pas d'alliance à faire. Ce qui sous-entendrait en plus, parce qu'en plus, la cause commune aux revendications LGBT et tout ça, et à l'immigration de masse, ça vient pour moi du même nexus, de la même cause profonde, qui est le délitement de la société, la montée de l'individualisme, la disparition du bien commun et compagnie. Donc s'appuyer sur un symptôme pour se débarrasser de la cause de la maladie, ça n'a aucun sens, quoi. Ça ne marchera pas comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut nous assumer en tant que tel, non pas dans une posture d'ultra-rigidité morale, mais en comprenant bien pourquoi on se bat, quoi. Et après, c'est évidemment de faire du mieux qu'on peut, mais il faut bien comprendre ce qu'on veut défendre, il faut avoir les idées claires, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut, qui est une question que la droite ne s'est pas posée depuis 2 siècles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faudra sortir des réflexes de Pavlov, des slogans, des répétitions un peu paresseuses, il faudra se demander qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'obtenir, quoi. Et je pense que ça implique aussi d'essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer dans cette guerre civile à gauche et à droite. Parce que là, on est dans un grand réalignement, c'est logique,
ça arrive dans toutes les périodes de grandes crises de fin de cycle civilisationnel quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y aura une renaissance. Hein. Je suis pas fataliste, ce sera pas terminé. Mais là, on est dans la période de réalignement. C'est-à-dire que les vieilles catégories sont en train de bouger et que du coup, ça casse un peu tout sur son passage. Il faut bien comprendre que là, la gauche est en plein délitement. C'est-à-dire que on voit bien aussi la lutte qu'il y a entre ce qu'on appelle les islamo-gauchistes, type Mediapart, Edouard Plenel, tout ça, et en gros, la ligne plutôt Caroline Fourest, laïcarde à l'extrême, qui du coup pourrait critiquer l'islam, même si elle est très modérée là-dessus, et on voit bien qu'il y a une déchirure qui se fait, où des gens... Là encore, ça montre que l'intersectionnalité dont tu parlais se heurte aussi là-dessus. Voilà, le féminisme, pareil... sans tomber effectivement dans l'excès des dérives sexuelles, mais même le féminisme est totalement incompatible avec l'islamisation de notre société. C'est évident, non, c'est absolument évident. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, et du coup ce qui demande aussi de comprendre, c'est-à-dire comment se fait-il que des gens puissent systématiquement défendre le féminisme et l'islamisation alors qu'ils sont évidemment de façon objective totalement opposés. À mon avis, c'est encore une fois simplement c'est très artisanal, c'est parce qu'en fait ça a le même ennemi qui est l'homme européen, quoi. Oui, l'homme avec un grand H, hein, ça comprend aussi la femme européenne. On a vu un parfait exemple de cette cacophonie justement sur le féminisme et son rapport à l'islam au moment des hijabs à Décathlon. Oui, voilà, une partie des femmes se réjouissaient, voilà, c'est bien, comme ça toutes les femmes, même les musulmanes, pourront accéder au sport de la même façon, etc. Et d'autres qui disaient oui mais attendez, est-ce que accéder au sport en se mettant un foulard sur la tête, est-ce que c'est vraiment ça la libération de la femme, quoi? On a vu qu'elles sont vraiment, là au final, j'ai envie de dire nous, dans le sens le camp patriote, on n'a pas eu grand chose à faire parce qu'en fait elles se sont écharpées entre elles. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'à mon avis, quand il y a ce genre de polémique qui arrive, ça peut valoir le coup soit de savoir où appuyer pour faire mal en demandant aux gens de pointer leurs contradictions, ou de ne rien faire et d'utiliser le temps que ces gens-là s'écharpent pour nous reconstruire une véritable offre politique qui soit à la fois populiste et identitaire à droite, qui sont à mon avis deux termes qu'il faut assumer, sur lesquels il faut construire quelque chose. Parce que c'est la solution qui va gagner. C'est-à-dire que, en plus, à mon avis, aussi bizarre que ça puisse paraître, contre-intuitif, c'est nous qui tendanciellement sommes en position de force quelque part. Je pense que l'histoire tend à nous donner raison ces temps-ci. Et donc si on fait pas trop de conneries, à la fin, c'est des exclus de la gauche, qui ne pourront plus être à gauche parce que soit ils seront un peu trop critiques de l'islam ou quelque chose, qui vont demander à nous rejoindre. Et c'est nous qui pourrons mettre nos conditions. Disons que oui, politiquement, on est en train de gagner. Politiquement, on est en train de gagner. On voit, il suffit de voir les succès de Libéry, de Zemmour, de Villiers, etc. Même les sondages qui donnent quand même le camp patriote, avec des scores jamais égalés, jamais atteints par ce camp-là. Après, là où on joue contre la montre, effectivement, on est en train de progresser, mais là où on joue contre la montre et où certains sont eux aussi en train de progresser, voire de gagner, c'est sur le plan démographique. C'est vrai, c'est-à-dire qu'on n'a pas un temps illimité, c'est-à-dire qu'il y a un jour où la démographie jouera contre nous. Mais il y a aussi un truc, c'est que même si tendanciellement les conditions générales nous favorisent, il faut après se saisir des opportunités qui se présentent à nous pour ne pas faire de conneries, parce que je veux dire, tout pointait pour un succès incroyable du Front National dans les années 90, puis après la chute maigretiste, le parti se casse complètement la gueule, et là c'est un peu c'est de la lalie, quoi. Voilà. Mais effectivement, à mon avis, il faut bien comprendre ça, qu'il faut un peu abandonner le logiciel de la vieille gauche en disant oui, la gauche bolchevique en France, machin, on peut être très anticommuniste, ce qui est mon cas, sans pour autant se tenir dans ces vieilles catégories et comprendre ce qui est en train de se jouer, quoi. C'est-à-dire que, à mon avis, le pape intellectuel de la gauche des temps modernes, des temps contemporains, c'est plus du tout Marx, c'est fini ça. Ah oui, non, clairement. C'est plutôt Michel Foucault. Moi j'allais dire Bourdieu, mais voilà. Même Bourdieu, il y a un côté un peu archéo, parce que Bourdieu défendait encore les syndicats. Il y a un côté encore un peu les opprimés. Mais c'est vrai que c'est un peu plus Bourdieu, mais c'est surtout pour moi Michel Foucault qui est le pape du trans, quoi. C'est-à-dire que même à son époque, dans les années 70, où c'était la rage, Foucault n'a jamais défendu les mouvements gays. Pourquoi ? Parce qu'il trouvait que le fait de se définir en tant que gay, c'était donner raison à la norme hétéro. Parce que c'est-à-dire que tu te forçais à te définir selon un modèle dominant. Et donc c'est pour ça que lui, c'est vraiment le pape du trans, quoi. Et c'est ce qu'avait écrit d'ailleurs un essai que je recommande de François Bousquet, qui travaille à Éléments, qui dirige de Nouvelle Librairie, et qui avait écrit Putain de Saint-Foucault,
archéologie de... je sais plus. Mais un petit essai très court où il explique un peu qu'en fait le pape des temps modernes c'est Foucault, quoi. Il a beau être mort, il est jamais autant actuel que maintenant. C'est l'auteur en sciences sociales le plus cité au monde, les gens ne savent pas forcément. Non, mais c'est vrai qu'au final en France il est assez peu connu comparé aux États-Unis ou au Brésil. Où tous les gens comme ça ont une remarquable carrière aux États-Unis, précisément parce que la France était encore dans la stase marxiste orthodoxe qui ne laissait pas respirer. Voilà. Et donc il y avait les gens comme Lévi-Strauss et compagnie, les structuralistes, et donc tous les post-structuralistes, c'est-à-dire les Deleuze-Guattari, Foucault-Derrida, ces gens-là ont pu avoir une carrière aux États-Unis, Barthes aussi, Lacan, parce qu'il y avait de l'espace pour eux aux États-Unis avec les mouvements de Berkeley, parce qu'effectivement le marxisme orthodoxe n'avait pas percé, n'avait pas pris tout l'oxygène qui restait, quoi. Mais là on a le retour de boomerang, quoi. C'est-à-dire qu'on a semé notre saloperie, on se la reprend dans la tronche, quoi. Mais voilà. Mais donc, ah oui, et puis d'ailleurs, on l'a pas évoqué parce que je pense que c'était évident pour tout le monde, mais la réaction de l'individu trans en question qui s'est fait agresser, quand on lui a dit oui mais c'est des Algériens qui vous ont agressé, machin, il disait oui mais je crois que les croyances n'ont rien à voir là-dedans, c'est juste des humains et tout. Bon, voilà. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre épisode précédent. c'est ça. Non mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment où... Bon, ça c'est encore autre chose, mais il y a aussi le gauchisme comme... comment on pourrait dire ça, comme mise en sommeil de l'instinct de préservation, quoi. Mais ça, c'est encore autre chose. Alors, peut-être que, étant donné qu'à mon avis on a fait le tour, on va vous introduire l'interlude musical. Donc la semaine dernière, on vous avait mis un morceau de musique classique, donc si je me souviens bien, c'était le 3e mouvement du Printemps de Vivaldi. Aujourd'hui, on va changer complètement de thème. On va vous faire écouter donc Ostenfeld de Darkwood, qui est un groupe allemand de néo-folk. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le néo-folk, c'est un genre de musique assez récent qui combine en fait, alors, comme son nom l'indique, des éléments de folk et également des éléments de musique martiale ou de musique industrielle, alors avec des échantillonnages différents selon les groupes, et qui est souvent considéré comme, pour le coup, étant l'avatar peut-être le plus récent d'une authentique contre-culture musicale de droite, quoi. Et qui pour le coup est vraiment bien musicalement, alors que parfois les trucs contre-culturels sont bien en tant que trucs contre-culturels, en tant que truc grand public c'est pas forcément convaincant, mais voilà. Donc on a choisi ce morceau-là, Ostenfeld de Darkwood.
Zeiten durch schneekarges Land. Tiefes Schweigen, Kälte, Schnee und Dunkelheit, stilles Klagen, zerreißt der Seelen Einsamkeit. Osten fällt, sturmgeweites Land. Osten fällt, sturmgeweites Land. Osten fällt, sturmgeweites Land. Osten fällt, sturmgeweites Land. Bon retour à tous, on se retrouve dans cette deuxième partie de l'émission pour discuter du sujet final, qui est la question du Brexit et de ses derniers dénouements. Et donc Derek nous a préparé, nous a fait pas mal de recherches là-dessus. Donc, alors, premièrement, est-ce que tu pourrais, Derek, nous rappeler un peu la chronologie du Brexit, puisque bon, c'est quand même un truc où il y a beaucoup de rebondissements, c'est assez technique, c'est pas évident. Est-ce que tu peux nous faire une chronologie rapide pour savoir où on en est à peu près ? Ouais, voilà, donc je vais évidemment, pour ceux qui maîtrisent totalement le sujet, il y aura forcément des choses que j'aurais oubliées, mais c'est vraiment pour donner voilà, une idée générale de ce qui se passe. Donc, vous le savez tous, hein, le Brexit, donc la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, a été votée en 2016, le 23 juin, si je ne me trompe pas. Et depuis, bah, voilà, on en entendait pas beaucoup parler. De temps en temps, voilà, on entendait qu'il y avait des négociations entre Theresa May et le Parlement européen, mais ça restait un peu voilà, très, très sporadique. Et parce qu'en fait, la date qui avait été fixée initialement, c'était celle du 26 mars 2019, donc là c'est passé. C'était donc au 26 mars 2019 que le Royaume-Uni devait sortir de l'Union Européenne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, les choses se sont un peu accélérées. C'est devenu vraiment, voilà, c'est devenu vraiment compliqué à partir du 13 novembre dernier, donc le 13 novembre 2018, puisque le Parlement européen a proposé un accord à Theresa May, qu'elle a approuvé. Elle l'a soumis au vote ensuite, donc le 15 janvier. Donc en fait, là, aux yeux de tous, c'est bon, l'accord a été trouvé, le Brexit va pouvoir se faire, sauf qu'en fait, le 15 janvier, l'accord a été rejeté. Et c'est là qu'on a commencé à rentrer dans une impasse. Elle a retenté ensuite le 12 mars de faire revoter donc, les députés. Ensuite, le 20 mars, elle a demandé un report, parce qu'elle a senti que le vent n'était pas forcément dans son sens. Elle a demandé un report à l'Union Européenne jusqu'au 30 juin. Sauf que le Parlement européen, l'Union Européenne a refusé le report jusqu'au 30 juin, puisqu'il y a les élections européennes à partir du 23 mai. Donc du coup, pour eux, le 22 mai, le Royaume-Uni devait être sorti de l'Union Européenne ou participer aux élections. Donc la date butoir qui a été donnée à ce moment-là, c'est le 12 avril, puisque le 12 avril, donc c'est-à-dire mardi prochain, là on enregistre dimanche, donc peut-être que voilà, quand vous écouterez cette émission, le 12 avril sera déjà passé, donc vous saurez déjà la fin de l'histoire. Mais voilà, le 12 avril, donc, c'est la date limite pour que le Royaume-Uni annonce ou non qu'il participe aux élections européennes des 23 et 26 mai prochains. Le 27 mai, ça a commencé à devenir vraiment comique sur la scène politique anglaise, puisque Theresa May a mis sa démission dans la balance en disant en fait, en disant aux députés, si vous acceptez l'accord que je vous propose, je démissionne. Donc en gros, elle a essayé de fédérer contre sa personne pour son accord, et finalement, manque de chance, les députés ont refusé à nouveau son accord le 29 mars, lors d'une troisième tentative donc. Et le 1er avril, elle a retenté avec quatre accords supplémentaires le même jour, et ça a encore été un échec. Et donc du coup, on verra là le 12 avril ce qui se passera, puisque si le gouvernement britannique ne trouve pas d'accord et
ne trouvent pas d'accord et n'organisent pas les élections européennes, ce sera ce qu'on appelle le no deal, c'est-à-dire une sortie de l'Union européenne sans accord. Sans aucun arrangement, ce qui était souvent considéré comme la pire issue possible, Voilà, c'est ça. bien qu'une partie importante des gens qui étaient pour le Brexit disent qu'ils se satisferaient d'un no deal, mais ce qui est présenté comme une catastrophe pour... alors à juste titre ou pas d'ailleurs, hein, là n'est pas vraiment la question, mais qui est présenté quand même comme une catastrophe par une partie des commentateurs. Alors, donc, si on a bien compris, ça fait en gros 2 ans que les accords n'aboutissent pas, que c'est un peu l'horreur. Qu'est-ce qui fait que les accords n'aboutissent pas Alors, il y a plusieurs choses, mais vraiment le point central des accords qui est refusé en fait par la quasi-totalité des députés en fait, c'est la question de la frontière irlandaise. C'est une vraie impasse, c'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la solution, personne n'est content. Pour ceux qui ont suivi un peu, vous avez sans doute entendu parler du backstop. Alors, le backstop, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution proposée par le Parlement européen, parce qu'en fait, si on a un Brexit dur, on va dire, voilà, le hard Brexit, c'est-à-dire que le Royaume-Uni récupère ses frontières, quitte les unions douanières, et sauf que la frontière du Royaume-Uni, au-delà de la Grande-Bretagne, donc de l'île qu'on connaît, il y a aussi l'Irlande du Nord. Oui. L'Irlande du Nord, donc qui est un petit bout d'Irlande, et rétablir des frontières physiques, ça veut dire rétablir des frontières physiques au milieu de l'Irlande. Et ça, c'est quelque chose qui passe très très mal d'un point de vue diplomatique. Donc, pour trouver une solution, l'Union européenne a proposé ce backstop qui serait en fait un décalage en fait de la frontière réelle de l'Angleterre à la seule Grande-Bretagne, et donc garder l'Irlande du Nord dans l'union douanière de l'Union européenne. Et ça pose problème en fait à pas mal de monde, parce que du côté des Irlandais unionistes, donc qui souhaitent conserver leur rattachement au Royaume-Uni, ces Irlandais unionistes, ils voient un danger pour leur rattachement justement au Royaume-Uni. En fait, ils le voient comme une sorte de pas vers leur rattachement à la République vers une d'Irlande. réunification effectivement irlandaise, puisqu'ils se disent que du coup leurs accords, enfin leurs échanges commerciaux en fait seront à privilégier envers l'Irlande et l'Union européenne plutôt qu'avec le Royaume-Uni. Ce qui habituerait l'opinion à un rapprochement avec les Irlandais et qui créerait des relations. Exactement. Et du côté anglais, on y voit au contraire un enfermement dans l'union douanière européenne, puisque du coup les règles en matière d'import-export devraient être respectées par le Royaume-Uni, pour pas créer de concurrence déloyale en fait entre eux qui auraient à la fois un pied dans l'union douanière et un pied en dehors, face aux autres qui seraient eux aussi donc dans l'union douanière. Donc voilà, donc ça satisfait ni les Anglais ni les Irlandais unionistes, et c'est pour ça que donc les Tories, donc les conservateurs anglais et les unionistes ont voté contre le texte. Et jusqu'à présent, donc en fait, Theresa May essayait justement de se mettre un peu dans la poche les unionistes, puisqu'elle estimait que c'était avec eux qu'elle pourrait gagner ce bras de fer. Et maintenant, en fait, elle a un peu abandonné ce point-là. Là, elle s'est plutôt tournée vers les Labour, je sais pas comment on dit, les travaillistes, donc l'équivalent des socialistes. Et elle espère inverser le rapport de force en fait en leur promettant justement de rester dans l'union douanière. Et elle veut du coup se couper de sa famille politique en se tournant vers les travaillistes pour leur promettre un Brexit le plus soft possible, le plus doux possible. En fait, c'est un Brexit qui changerait pas grand chose, en tout cas d'un point de vue économique. Ce serait un Brexit in name only, c'est-à-dire qu'en gros, ils seraient plus dans l'Union, mais d'un point de vue fonctionnel, ils seraient quand même inclus au fonctionnement de cette organisation. Et donc, de fait, disons qu'ils seraient quand même libérés d'un point de vue politique, normatif, etc., mais d'un point de vue économique, ça reviendrait exactement à la même chose. Oui. Et donc du coup, voilà, là, il y a une vraie trahison en ce moment de la part de Theresa May, à mon sens. Une vraie trahison de privilégier justement cet accord, alors qu'elle a été mise à ce poste pour réussir le Brexit. Et là, c'est le 6 avril, donc, c'est-à-dire hier, si je ne me trompe pas, oui, on enregistre le 7, donc le 6 avril, c'est-à-dire samedi, elle a quand même annoncé que, pour elle, le Brexit se ferait avec un accord ou ne se ferait pas. Ouais.
Donc c'est-à-dire que là, il y a une vraie remise en question du Oui. choix des Anglais. C'est-à-dire que le en référendum 2016. à la base, c'était est-ce que vous voulez sortir ou rester. Il n'y avait pas d'histoire de deal ou pas de deal, en Voilà, fait. c'est ça. C'est-à-dire que l'ajout de la condition d'un accord économique ou sur les frontières, parce qu'en plus, dans l'histoire du backstop, il y a aussi l'histoire des accords du Good Friday qui ont été pris à la suite. Enfin bref, qui fait qu'il y avait un accord particulier qui donnait des privilèges de circulation aux Irlandais entre le nord et le sud, qui du coup Oui. serait remis en cause à la sortie de l'Union Européenne, ce qui Oui, donc ça tout à rajoute fait. un niveau au schmilblick. Mais ça a été un truc qui a été rajouté après et qui permet du coup de négocier en disant non mais vous comprenez, la volonté du peuple c'est bien gentil, mais des exigences techniques, technocratiques, bureaucratiques, vous comprenez c'est plus compliqué que ça. Et donc en fait c'est voilà, pour moi ça trahit quelque chose de très net, qui est que la classe politique, une grande partie de la classe politique dirigeante britannique ne veut absolument pas du Brexit et c'est de par tous les moyens de ralentir ou d'empêcher ce processus-là Ouais. pour diverses raisons ou intérêts, quoi. Et c'est, à mon avis, c'est assez clair. Et du coup, dans ce contexte-là, si on veut synthétiser, quelles sont les issues possibles du coup? Alors les issues possibles, en fait, il y en a 5. La première, et qui me semble, même malgré les déclarations de Theresa May, c'est ce qui me semble quand même le plus probable, ça reste un no deal. C'est-à-dire, ben voilà, on ne trouve pas d'accord. Et de toute façon, au niveau de l'Union Européenne, pour eux, c'est acté que si le 12 ils participent aux élections, ils les virent en gros. Hein, Oui. là, parce qu'en fait, tout le monde commence à en avoir marre. Oui, Là, oui. bon, je fais une petite parenthèse, mais tout le monde en a marre. Autant dans les hautes sphères de l'Union Européenne, voilà, on a vu Jean-Yves Le Drian qui s'agaçait dans une interview. Voilà, enfin, tout le monde commence à se dire bon, les Anglais ils sont bien gentils, mais ils nous pourrissent un peu notre campagne pour les élections européennes. C'est ça. Et même en Angleterre, ça fait quand même 3 ans que les gens ont voté. Et là, le sentiment hein, dans les sondages, hein, quelles que soient les idées des sondés, donc que ce soit pro-Brexit ou anti-Brexit, tous affichent un mépris pour les politiques et notamment pour Theresa May en se disant on leur a demandé une chose simple, c'est sortir de l'Union Européenne et ils sont incapables de le faire. Ou alors au contraire ceux qui sont pour rester, ils disent oui mais elle est incapable de nous faire rester en bon terme avec l'Union Européenne. Enfin voilà. Ouais. Donc tout le monde en a marre. Et Ce qui est d'autant plus criant, si je peux me permettre de Ouais. t'interrompre, qu'à l'époque où Theresa May arrive à son poste de Premier ministre, dans la presse britannique, etc., dans les journaux, on la présente, et notamment chez les gens qui sont plutôt pro-Brexit, elle était présentée comme très pro-Brexit, oui. et comme étant la nouvelle Margaret Thatcher, Oui, la dame de fer qui allait ouais. allait gagner ce Brexit de façon impitoyable et tout. Enfin, c'est lamentable, c'est-à-dire Ouais. que pour les partisans du Brexit, c'est un échec complet parce qu'elle est incapable de faire entendre la volonté du peuple, ou alors elle n'en a pas envie. Et pour les partisans du Remain, elle n'est pas capable de négocier un deal, quoi. Ouais, Donc en carrément. gros, enfin, c'est vraiment le pire des deux mondes, quoi. Ouais, non mais là c'est clair qu'elle est, elle est morte hein, politiquement. Ouais, là, ouais, là elle survit encore. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu mets ta démission en jeu pour que les gens acceptent ce que tu leur proposes, c'est qu'au final, Oui. tu sais que t'as aucun espoir. Elle était grillée. Ça, autant De Gaulle qui démissionne quand on refuse ce qu'il voulait mettre en place, ça se comprend. Mais démissionner, si les gens acceptent, c'est vraiment que tu sens que t'es tellement détesté. Allez, s'il vous plaît, prenez ce que je propose et promis, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Voilà, quoi. c'est exactement ça. Donc voilà. Donc c'est dire là, on parle souvent de la France, les gilets jaunes, défiance envers les politiques, mais c'est la même chose en Angleterre hein, en ce moment. Ouais. Du coup voilà, première possibilité, un no deal. Deuxième possibilité, qui moi me semble totalement exclue, mais on sait jamais, l'accord serait accepté. Theresa May fera un nouvel accord, et ce qui laisse certains rêveurs pour pouvoir envisager ça, c'est qu'en fait là il y a eu donc 4 votes différents, et à chaque fois en fait les voix qui lui étaient défavorables étaient inférieures à la fois précédente. Donc si elle suit la même courbe, on va dire, elle peut espérer avoir le Parlement à l'usure. Oui, voilà, c'est ça, par l'usure. Ne serait-ce que Oui, par ah la oui. fatigue. C'est ça. Du coup, à force de le faire, on sait très bien quand on fait voter les gens tout le temps pour le même truc, à la fin ils acceptent. Exactement. Donc est-ce que c'est Voilà. la stratégie utilisée? Bon, après ça, voilà, moi ça me semble quand même peu probable. Un autre scénario possible, ce serait un très long report. C'est-à-dire, mais là il faudrait que, là à mon avis, là où ça peut bloquer, c'est au niveau de l'Union Européenne, qui, comme je le disais tout à l'heure, commence à en avoir marre. Mais donc il faudrait en fait que Theresa May arrive à négocier avec l'UE pour réorganiser des élections européennes, que les Britanniques revotent pour le Parlement européen, et que le Brexit se fasse, mais d'ici 2, 3, 4 ans, peut-être même voire après la mandature du Parlement. Enfin, là pour le coup, ce serait un vrai piratage du vote des Anglais. L'autre chose aussi qui est réclamée par certains, notamment dans le camp du Remain, c'est un nouveau référendum.
Ouais. Parce qu'ils ont espoir qu'ils pourraient gagner cette fois-ci. En fait, quand on regarde les sondages, c'est pas sûr du tout, parce qu'en fait, ça se joue à 5 points à chaque fois. Donc, en fait, même la fatigue, effectivement, on pourrait se dire, ouais, les Anglais sont fatigués, ils se disent, bon, ben tant pis, on abandonne. Ben non, en fait, parce qu'ils en ont, justement, ils en ont tellement marre qu'ils se disent, en fait, c'est fou, même sortir de l'UE, l'UE nous en empêche. Oui. Du coup, en fait, ça retranche un peu chacun dans son camp, quoi. C'est ça. Et surtout que, admettons, il y a un référendum qui se fait et c'est le Remain qui gagne. Enfin, la polarisation politique qui en résulterait serait démentielle, parce que tous les gens qui ont voté la première fois se diraient mais c'est incroyable, on vient de se faire piquer notre droit de vote, c'est hallucinant. Après, c'est pas la première fois que ça arrive. Ce hein. serait pas la première fois, en 2005. Oui, mais justement, il y a le 2005 qui s'est produit, il y a l'Irlande et tout. À mon avis, là, ça poserait un gros problème de gouvernement, quoi. Enfin, ce serait, et surtout que ce serait une crise de plus rajoutée au nom de l'UE, puisqu'on dirait, vous voyez, pour rester dans l'UE, il faut refaire voter, et ça fait que ça ferait un grand élan eurosceptique dans le reste de l'Europe, quoi. Ouais. Donc, et après, donc ça, voilà, t'évoques une crise politique si jamais il se passe ça, mais en fait, une encore plus grosse crise, je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, ouais, si. Une crise politique encore plus grosse. Voilà, une crise politique encore plus importante arriverait si la 5e option arrive, c'est-à-dire le Brexit tout simplement annulé. Ouais. Et ça, pour le coup, autant je pense que le no deal est le plus probable, autant je pense qu'en deuxième position c'est ça. Quand on voit les déclarations de Theresa May, on sent que elle aussi elle est usée par l'histoire et qu'elle pourrait voilà, se dire allez c'est bon, on laisse tomber. Et je me demande si je me demande si au Parlement, si sans faire revoter le peuple, si elle faisait uniquement voter le Parlement, elle pourrait pas avoir ça. Alors moi je vais te dire, j'y crois pas, pour une raison très simple, c'est que politiquement c'est beaucoup trop dangereux. Oui. C'est-à-dire qu'en gros déjà tu te suicides politiquement, mais avec elle c'est déjà plutôt fait. Là tout le monde se suicide politiquement. Mais voilà, c'est-à-dire que là toute la classe politique est déglinguée là. C'est pour ça que je te disais que ce serait la plus grosse crise politique de mais du coup je pense que la classe politique en question en serait consciente. C'est pour ça que l'idée d'un no Brexit explicite, et comme ça moi j'y crois pas. C'est-à-dire que si jamais il y a un no Brexit, ce sera un no Brexit mou. C'est-à-dire que soit il y aura un deal vraiment pourri qui fera en fait que concrètement il n'y aura pas eu de vrai Brexit, notamment sur les questions économiques et sur la frontière, mais ce sera comme ça. Ou alors ils refont le référendum en rejetant la responsabilité, en disant oui mais vous avez voulu le référendum, maintenant assumez le changement de résultat. Mais je pense pas qu'il y aura un no Brexit sec, parce que là du coup ça fait que l'entière responsabilité retomberait sur la classe politique britannique, qui là serait complètement démolie. Et on sait qu'en plus, dans un contexte où Nigel Farage a annoncé son retour en politique, en disant que là du coup le Brexit ne se faisait pas, donc il allait revenir aux commandes de UKIP, alors avec un argumentaire pas top, en disant oui UKIP maintenant fait que de l'islamophobie, bon bref, mais en disant voilà UKIP ça devient n'importe quoi, le Brexit ça se fait pas, je veux revenir aux commandes. La classe politique n'a pas du tout envie qu'un parti populiste puissant émerge en Grande-Bretagne, à mon avis. Donc pour moi, si cette option là se déclenche, ça confirme que les classes dirigeantes des pays ouest européens sont complètement autistes, en fait. Ils sont complètement découpés du pays dans lequel ils vivent. Ah oui, mais ils comprennent vraiment pas le pays dans lequel ils vivent. Je pense que c'est le cas, hein, très franchement. Oui, mais je pense qu'ils comprennent au moins les intérêts stratégiques et opportunistes. Ah oui, non bien sûr, après... ils pensent quand même en termes de garder leur place, parce que là, c'est quand même du suicide à long terme intégral. C'est-à-dire que s'ils font ça, le pays est miné, quoi. Oui, évidemment. Mais après, qui est-ce qui les remplace? En fait, il y a personne pour les remplacer. C'est comme chez nous, le renouvellement de la classe politique, il se fait pas. Justement, si c'est le retour de Farage et de UKIP, même si ça se fait pas, ils pourraient avoir peur que ça se fasse, tu vois. Donc, je sais pas, mais... Enfin voilà, donc voilà, c'est les 5 options qui sont évoquées. Effectivement, tu le disais tout à l'heure, le no deal est présenté par tout le monde comme une catastrophe. En fait, bon, en cherchant un peu, leur principal argument, ce serait que le retour des formalités douanières fasse fuir les investisseurs. Oui. Alors, ça peut peut-être être vrai dans un très faible pourcentage, mais je veux dire, il y a quand même plein de pays qui ont des formalités douanières et qui ont aussi beaucoup d'investisseurs. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un peu l'argument. Alors, ce qui est étonnant, ce qui est marrant, c'est que c'était surtout une partie de la gauche travailliste qui faisait cet argument, c'est-à-dire qui était très étonnant, c'est-à-dire des gens qui se réclament du socialisme, qui vous disent oui, le capital pourra plus voyager aussi librement, c'est désastreux, donc c'était quand même assez piquant. Mais surtout qu'en fait, depuis le début de la séquence populiste en Europe, on nous présente toujours l'option, on va dire,
oui, on va dire l'option populiste comme étant une catastrophe économique absolue, mais vous comprenez, les économistes disent que la bourse, machin. Trump se fait élire, le Dow Jones éclate, va super haut. Enfin, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que même au lendemain du vote du référendum sur l'article 50, les investisseurs, les marchés financiers au début ont piqué du nez, et après on rebondit de venir extrêmement Oui, forte c'est en ça. faveur. C'est toujours ça qui se produit, quoi. Donc le catastrophisme économique, pour moi, c'est vraiment un faux argument, quoi. C'est juste pour Ouais. faire peur, pour dire oui, mais restez près de vos sous, vous comprenez. Non, et puis surtout qu'en fait c'est se placer sur un combat qui n'est pas le nôtre. Oui, en plus, Parce que en fait, bon, moi je suis pas, tu me diras peut-être ce que t'en penses, mais moi je suis pas forcément favorable à un Frexit. Je suis pas contre le principe d'une Union européenne. Après, il faudrait la changer, peut-être en sortir pour en reconstruire une autre. Voilà, il y a plein d'options possibles, mais en soi, je suis pas partisan à 100% d'un Frexit. Enfin, je pense pas que ce soit la seule solution, disons. Mais surtout, enfin, ceux qui ont voté pour le Brexit, c'est pas principalement pour des raisons économiques. Nous, si on est patriote, si on prône le patriotisme économique, c'est pas pour des raisons économiques. c'est pour le côté patriote. Voilà, c'est exactement. L'important dans le patriotisme économique, c'est le patriotisme. Non, mais plus c'est ça, parce que, qu'économique. en fait, moi, je vais citer une grande dame qui s'appelle Marion Maréchal, qui avait dit à un moment, justement, à une époque où on l'a questionné sur la position du Front National à l'époque sur la sortie de l'euro. Elle avait répondu: le jour où ma fille achèterait une burqa, je me fiche de savoir si elle l'achètera en francs ou en euros. Oui. Et pour moi, voilà, enfin, la bourse s'effondre, le PIB du pays va perdre 5 points, j'en ai rien à foutre tant que notre identité continue à vivre, en fait. Ouais. Enfin, et à mon avis, c'est ça qui a motivé le vote des Anglais. C'est pas le côté économique, À même mon si avis- il peut jouer un peu. À mon mais, avis, moi de ce que j'ai compris, tu avais plusieurs factions qui finalement n'avaient pas grand chose à se dire, qui ont voté dans le sens du Brexit. Il y avait d'un côté, en gros, les gens un peu comme Daniel Hannan et les conservateurs un peu à la con comme ça, pour qui c'était on va sortir de l'Union Européenne et de son carcan bureaucratique pour faire du libre-échange et se refaire du fric et se rapprocher de nos anciennes colonies de l'Empire. Il y avait les gens qui au contraire étaient sur un truc plutôt patriote identitaire, du style arrêtez de nous emmerder, c'est un mélange de volonté populiste démocratique et on en a marre de l'immigration donc on veut contrôler nos flux. Ça c'était le deuxième clan, j'ai l'impression que c'était plus des gens de la base à mon avis. Et après il y avait le troisième truc qu'on évoque assez peu, c'est que beaucoup d'immigrés ont voté en faveur du Brexit parce qu'ils se sentent pas du tout inclus au rêve européen. Donc alors quel que soit ce rêve, hein, c'est pas la question, mais ils en ont rien à secouer en fait. Et ils savent pertinemment, par exemple les Pakistanais, qu'une sortie de l'UE, ça fait qu'il y a moins d'immigration polonaise, mais plus d'immigration indienne et pakistanaise. Donc les mecs sont très contents, quoi. Donc le vote Brexit n'est pas non plus monolithique. Alors après, mais voilà. Donc après, effectivement, les deux questions, à mon avis, la question principale que ça pose pour moi, c'est la question du respect de la démocratie et de la volonté des peuples dans l'Europe actuelle. Et puis après, tu avais évoqué l'Irlande aussi. Ouais, ça, pour moi, effectivement, la question de la démocratie, c'est évident, on l'a un peu déroulé là, au cours de cette discussion. Voilà, on voit clairement une élite politique qui est petit à petit en train de s'asseoir sur une volonté populaire. Oui. Là, voilà, ils se disent clairement, voilà, on privilégie nos calculs politiques, nos intérêts, potentiellement les intérêts économiques du pays et tout, mais la volonté populaire, on en a rien à foutre, voilà. Donc ça, je pense que ça apparaît scandaleux à tous. Hein. Je sais que pour ceux qui ont suivi le débat là, des têtes de liste, le débat des têtes de liste sur France 2 là, dans le cadre des élections européennes, la question du Brexit a été évoquée. Et je crois que, à part Lagarde de l'UDI, tout le monde était d'accord pour dire que, même s'ils étaient contre le Brexit, le fait de ne pas respecter le résultat du référendum était scandaleux. Ouais. Donc voilà, là, il n'y a pas trop de débat. En revanche, effectivement, pour moi, il y a une question qui se pose, c'est la question de l'Irlande, parce que ce qui bloque les accords sur le Brexit, c'est, j'en ai parlé, voilà, la frontière irlandaise. Moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a encore un pays européen qui colonise, qui occupe un autre pays européen? Parce qu'au final, c'est ça. Au final, c'est ça. Oui, non, mais c'est vrai que, en fait, c'est peut-être mon côté mec qui a trop joué au jeu Paradoxe et qui aime bien voir des cartes bien délimitées, bien claires, où le fait de voir une île avec 2 drapeaux dessus, ça m'insupporte. Mais c'est vrai qu'il serait peut-être temps de clarifier cette histoire, quoi. En fait, là où on voit que c'est pas clair, en fait, c'est que les Anglais n'assument pas du tout. C'est-à-dire que si les Anglais assumaient leur présence en Irlande, le fait d'avoir une frontière, le rétablissement d'une frontière au milieu de l'île,
ne poserait aucun problème. Alors oui, les Irlandais du Sud, qui seraient pour la réunification, gueuleraient. Mais si l'Angleterre assumait justement, tu parlais de colonies, voilà, enfin, l'Angleterre c'est une puissance coloniale, etc. S'ils assumaient ce côté puissance coloniale au sein de l'Europe, ben ça poserait pas de problème. Ils leur chiraient dessus aux Irlandais. Oui. Je dis pas ça par mépris pour les Irlandais. Enfin justement, je me sens très proche de ce combat, oui, de ce combat-là, voilà, personnel. Mais ils diraient bah oui, c'est notre territoire, foutez le camp. C'est ça. Voilà. Alors que non, ça pose une vraie question et ça bloque vraiment quelque chose. On se demande si d'ailleurs il n'y a pas cette espèce d'attachement un peu pathologique à l'Irlande du Nord, précisément parce que c'est un peu le dernier truc qui leur rappelle leur empire colonial et qu'ils possèdent, tu vois. Ouais, ça, un peu le dernier joyau, un peu vieilli de notre gloire passée. Un peu comme nous on a avec les Dom-Tom ou la Guyane ou des trucs comme ça, quoi. Après, voilà, il y a une chose aussi, c'est que les Irlandais du Nord étant à majorité anglicane, cette majorité anglicane est pour la plupart unioniste. Oui. Et donc du coup, il n'y a pas une volonté en Irlande du Nord de quitter le Royaume-Uni. Ça c'est vrai. Mais pour la minorité catholique et irlandaise d'Irlande du Nord, ben ces gens-là sont un peu oubliés du discours. Oui, parce que ça ramène à l'épisode qui est peut-être pas très connu, mais celui des plantations d'Ulster où la couronne d'Angleterre envoie des colons protestants au nord de l'Irlande justement pour s'implanter démographiquement, c'est comme d'une clairvoyance vraiment machiavélique, parce qu'ils ont bien compris que la meilleure moyen de dominer à long terme c'était la démographie, même si là c'est lié évidemment des facteurs religieux. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un peu une histoire pour nous prévenir aussi. C'est-à-dire qu'en fait, si vous laissez faire la colonisation trop longtemps, vous pouvez plus la décoloniser après, quoi. Ou alors c'est très compliqué. Et donc c'est un peu ce qui est en train de se jouer en Irlande. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y a aussi un truc, à mon avis, qui inquiète beaucoup les décideurs anglo-britanniques, c'est que si, mettons, il y a un hard Brexit, que la frontière dure revient entre l'Irlande du Sud et du Nord, c'est le retour des violences. Voilà, ça peut provoquer effectivement des situations épidermiques chez les Irlandais. Ouais, c'est-à-dire que dans l'Irlande du Nord, les partisans de l'unification vont se dire bah là, c'est notre seul espoir de s'en sortir, c'est la violence. Les unionistes vont dire oui, mais les gars sont excités en face, il faut montrer la violence, sinon on va se faire bouffer. Ouais. Enfin, ça va être le retour, quoi. C'est ça, voilà. Mais dans le fond, s'il y a justement une réaction comme ça, c'est bien que c'est pas une situation normale. Oui. À mon avis. Voilà, oui, c'est pas, à mon avis, de toute façon. Un jour, il faudra clarifier cette situation. Et le seul moyen de la clarifier durablement, c'est de dire bah oui, l'Irlande unique et unique, quoi. C'est peut-être un romantisme français anti-anglais qui parle, hein, c'est pas impossible. La perfide Albion, etc. Mais ça va pas durer, quoi. Il y a un moment, il faudra décider, ça va pas durer. Mais après, alors voilà, donc une fois qu'on a discuté de ces aspects-là du Brexit, une question moi qui m'intéresse, et on va finir là-dessus. Après ces quelques remarques, ce sera est-ce qu'il faut être pour ou contre le Brexit ? C'est tout con comme question, mais parce qu'après tout, dans notre famille politique au sens large de la droite patriote, il y a l'idée qu'en gros, il faut être mécaniquement pour le Brexit. Que c'est une question évidente. Alors, il y a plusieurs arguments. Soit on dit parce qu'on est populiste, la volonté du peuple a décidé qu'il fallait le faire, donc il faut être pour. Ça peut s'entendre, mais ça évite un peu la question. C'est-à-dire que sur le fond, est-ce que c'est une bonne chose ? C'est ça la vraie question, c'est pas une question de procédure. Il y a les gens qui vont dire, moi je suis nationaliste ou souverainiste, l'UE c'est la bureaucratie technocratique au-delà de la nation, c'est très bien de s'en sortir. Moi c'est pas ma vision des choses, c'est-à-dire que je suis pas dans le souverainisme hexagonal étroit, ça m'intéresse assez peu. C'est-à-dire que quand l'État de la République a les pleins pouvoirs sur les manettes du pouvoir justement, il fait quand même beaucoup de conneries, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas fallu attendre l'UE pour avoir la mauvaise gestion économique, pour avoir la déflagration migratoire, pour avoir toutes les avancées sociales présentées comme telles. Donc à mon avis c'est un truc un peu facile de tout lâcher sur l'UE. Mais surtout on peut se demander, est-ce que c'est malin pour un pays européen actuellement de sortir de la seule structure qui garantisse un tant soit peu de solidarité politique avec les autres Européens ? Et je me dis... Et j'en arrive à la conclusion, en fait, au bout du compte, à me dire, c'est pas plus mal que les Anglais sortent, parce que de toute façon, ils ont toujours été contre une forme d'Union européenne, je parle pas de l'organisation, mais l'idée d'un destin européen, c'est qu'ils ont toujours été contre ça, ils ont toujours été pour ce qu'ils appellent l'équilibre des pouvoirs, donc détruire toutes les puissances un peu hégémoniques sur le continent, que ce soit la France ou l'Allemagne, essentiellement. Donc à mon avis, c'est pas une nouvelle chose qu'ils en sortent, même si c'est un peu cruel à dire, on laisse les Anglais à leur destin, mais... Non, mais surtout qu'effectivement, ce qui est intéressant dans l'Union européenne ou dans une Union européenne, ça va être des gouvernements de type Salvini, Orban, le Parti droit et justice en Pologne, etc.
l'Angleterre n'a jamais eu vraiment ce genre de gouvernement, et la seule fois où effectivement les populistes ont réussi une élection, c'était pour sortir de l'UE. Effectivement, dans ce sens-là, tant mieux si voilà, les populistes l'emportent, ils sortent de l'UE. Bon, très bien, comme ça fait une puissance progressiste et mondialiste de moins, Oui. et comment dire, ça joue en notre faveur dans le rapport de force. Surtout qu'en plus, l'Angleterre a toujours été un défenseur acharné du modèle libre-échangiste à l'international, qui est précisément une des choses qui détruisent les nations européennes de façon dramatique. Je veux dire, une classe ouvrière a du mal à s'en relever. Au final, effectivement, le Brexit qu'ils veulent faire, c'est pour pouvoir faire plus de libre-échange en dehors de l'Europe. C'est ça. Limite, grand bien leur face, quoi. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est limite d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'il faut se réjouir du Brexit, non pas parce que ça sauve l'Angleterre de l'Europe, mais parce que ça sauve l'Europe de l'Angleterre. C'est un peu, voilà, mais... C'est-à-dire que j'ai du mal à me sentir triste que les Anglais vont un peu déguster, parce que j'ai vu toutes les saloperies qu'ils ont faites. Bon, c'est pas les seuls, attention. Mais... Non. Après, ça poserait une vraie question aussi, parce que là, on l'a pas évoqué. On n'aura pas le temps de... Voilà, mais c'est un truc sur lequel on peut penser. C'est l'indépendance écossaise vis-à-vis de la couronne aussi, parce que il y avait aussi un grand mouvement indépendantiste, de gens qui voulaient se barrer de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, pour réintégrer l'UE, justement parce que l'UE était progressiste et qui considérait que ne pas être dans l'UE c'était être réactionnaire. Donc c'est du billard à 4 ou 5 ou 6 bandes, c'est hyper compliqué. C'est des échecs en 4 dimensions, quoi. C'est vrai que les Écossais étaient pro-Remain, ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà, à mon avis, c'est vrai que c'est pour ça qu'on peut être pro-Brexit en étant anti-Frexit, en fait. À mon avis, c'est pas incohérent. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, il faut toujours. Enfin, il y a un problème à droite, c'est qu'on est tellement idéaliste qu'on a tendance à toujours se poser les questions sur un plan métaphysique. C'est-à-dire, est-ce que c'est conforme à la justice de l'ordre naturel ou divin ou pas? Mais en fait, en politique, c'est pas vraiment la question. C'est-à-dire que concrètement, maintenant, si on fait ce choix-là, qu'est-ce qui se passe? En fait. Il y a des intérêts à défendre en politique. Alors, voilà, non seulement des intérêts, mais il y a aussi des conséquences concrètes qui vont se produire. C'est-à-dire que, au-delà de savoir si c'est bien ou pas, qu'est-ce qui va se passer concrètement si on le fait? On sait très bien qu'aujourd'hui, mettons, voilà, Asselineau arrive au pouvoir, boum, Frexit, article 50. Et mettons qu'il est tellement plus fort que Theresa May que son Brexit, il l'a en un mois, hard Brexit complet. On récupère le franc, le Minitel et tout. Bon, on sait très bien ce qui va se passer, quoi. Le mec il va renationaliser toutes les boîtes. Ouais, il va aussi abandonner tous les accords commerciaux, enfin toutes les ententes qu'on peut avoir avec l'Italie, la Pologne, etc. Il va aller plutôt voir le Sénégal, voilà, les anciennes colonies, parce qu'en fait, au final, c'est ça. Il nous dit effectivement, moi, mon seul truc, c'est sortir de l'UE, et après, voilà, parce que voilà, il voit ça un peu comme la résistance face à l'envahisseur. Genre c'est le Saint-Empire romain germanique, quoi. Ou même lui, je crois que, en tout cas ses militants, lui je sais pas, mais j'ai déjà discuté avec certains de ses militants qui me prenaient le parallèle avec l'Allemagne, enfin le Troisième Reich, en fait, de dire voilà, on est quand t'as le Troisième Reich qui débarque, tu te poses pas la question de savoir ce que tu vas faire après, tu les dégages et après on voit ce qu'on fait. Mais en fait au final, ce qu'il va faire après, on le sait très bien, c'est une France néocoloniale à la De Gaulle, voilà, c'est une espèce de gaullisme. De micmac france-africain, c'est ça, avec une France à 130 départements, mais plutôt vers le sud, dans lequel voilà, ça va être nos braves Algériens qui gardent le travail qui nous est volé par ces salauds de Polonais, quoi. Voilà, c'est un peu la version douce d'Alain Soral, en fait. Oui, c'est ça. C'est l'empire aux trois couleurs. Voilà, c'est exactement. C'est-à-dire que c'est une forme de gaullisme sous azimut, sous stéroïdes, plus gaulliste que le gaullisme, dans lequel il y aurait... c'est vraiment n'importe quoi. Et du coup, on se dit, mais quel intérêt d'une république islamique souveraine, quoi? Parce que si la souveraineté, c'est la souveraineté de faire des conneries, ça a peu d'intérêt. Parce qu'en plus, on sait très bien que la France redevient autonome aujourd'hui. On a quand même une puissance militaire, c'est vrai, mais si notre appareil militaire est quand même délabré. Mais on est quand même... Enfin, je suis désolé, on n'a pas de quoi rivaliser avec les grands empires. Non, clairement. À la limite, la meilleure carte à jouer pour nous, c'est dans une certaine forme de l'Union européenne, voilà, d'essayer d'être à l'avant-garde d'un modèle qui garantit notre puissance et notre sécurité et notre bien-être, quoi. Oui, exactement. Mais c'est une orientation qui, à mon avis, est salutaire, bien plus que de se dire... En fait, voilà, Asselineau et les gens comme ça, et le souverainisme et le Frexit un peu bas du front, c'est juste rembobiner la cassette en espérant que le générique soit différent, quoi. Ouais. Ça va pas se produire. C'est-à-dire qu'on sait très bien où la voie du souverainisme ronflant Cocorico nous a mené. Il n'y a pas de raison de s'en réjouir. Il faut trouver autre chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut avoir honte d'être français ou être anti-français ou je sais pas quoi, évidemment. Mais enfin, c'est vrai que voilà, enfin... Moi, je suis pas du tout partisan du Brexit ou quoi. Enfin, je suis pas pour le Brexit en tant que tel. Après, si une autre Union européenne peut se faire en sortant de l'UE et en nouant des relations avec d'autres pays précédemment cités, voilà, ça. Enfin, je suis pas du tout idolâtre de l'Union européenne. Je pense que toi non plus. Non. Voilà, on est juste, on aime l'Europe. Oui. Clairement, on aime l'Europe. J'aime profondément l'Europe et voilà,
si avoir une autre Union Européenne passe par le fait de quitter l'UE, bah très bien, quoi. Voilà. Mais il faut pas que ce soit le but en soi, en fait. Ça, Oui, si c'est-à-dire c'est que- un moyen, ok, mais si c'est le but, non, ça n'a pas d'intérêt. Oui, on sent bien qu'il y a chez une partie du souverainisme l'idée d'un âge d'or à reconquérir qui serait juste à la distance de l'article 50, quoi. Mhm. Et que si on sortait l'article 50, on retrouverait notre modèle social, notre sociabilité, notre mode de vie français et tout, mais malheureusement c'est pas vrai, Non, c'est non, plus c'est aussi ça. simple. Mhm. Ce serait bien, hein. Ce serait bien de se dire qu'on va retourner à l'époque, mais la réalité pourquoi on pouvait se permettre d'être franco-français, vraiment franco-centré à une certaine époque, c'est tout simplement parce que l'Europe dominait le monde. Et donc en Mhm. fait nos seuls véritables adversaires c'était d'autres Européens. Mhm. Et donc c'était pas des questions qui étaient aussi existentielles que maintenant. Mhm. Mais là le défi a changé, c'est-à-dire que si on sort de l'UE, on n'est plus face à l'Allemagne ou à la Grande-Bretagne qui peuvent nous faire des guerres bon, dramatiques, mais des guerres quand même politiques. Là ce sera du coup de la guerre démographique, Mhm. sauf que la guerre démographique on s'en relève pas au bout de 5 ans de reconstruction, quoi. Mhm. Il y a qu'à demander aux Espagnols, aux Hongrois et tout ça. Ouais, C'est- ou même aux aborigènes ou aux Amérindiens. Oui, quoi. voilà, c'est... Non mais voilà, c'est Pour pour ça- prendre des cas plus extrême, ouais, c'est ça. voilà. C'est-à-dire que là, il faut vraiment comprendre et sortir un peu de notre tropisme un peu à la Richelieu, l'idée que la politique, c'est juste acquérir du pouvoir, des territoires, des revenus, un truc purement politicien. C'est-à-dire Oui. qu'il y a des questions aussi existentielles qui se posent. C'est vrai qu'on en parlait à un moment. Voilà, la France a souvent été dans cette optique-là, à s'allier. Ben voilà, quand par exemple les Habsbourg contrôlaient toute l'Europe, François Ier a fait le choix de s'allier aux Ottomans pour contrebalancer le pouvoir des Habsbourg. Ce qui, d'un point de vue civilisationnel et même religieux à l'époque, parce que c'était quand même constitutif de la société, même d'un point de vue chrétien, c'était une connerie absolue. Et enfin, en faisant ça, il a trahi. Je dis Ouais. pas que François Ier est abject sur tous les points. Mais là-dessus, il a trahi. Et ben, on parlait de la bataille de l'Épante lors de notre deuxième émission. C'est ça, la bataille de l'Épante. C'est-à-dire qu'il y a un combat civilisationnel qui peut se jouer à échelle européenne. Et la France, historiquement, a parfois eu tendance à se mettre en retrait de ces combats-là. Ben, ce serait bien qu'aujourd'hui, ce soit plus le Disons cas. que Et voilà. ce serait l'occasion pour les Français, quelque part, de réparer un peu ce manquement et d'être à l'avant-garde de C'est notre Europe. Ouais. de cette belle Europe, enfin voilà, qui serait une vraie Europe en plus, Ouais. qui serait pas juste un grand marché avec une commission bureaucratique, une vraie Europe des identités, des peuples, des cultures, voilà. Ouais, exactement. Et c'est, à mon avis, c'est ce qui devrait nous unir dans le projet, parce que c'est notre projet, n'est-ce pas? Voilà. Bon bah sur ce, je pense qu'on a couvert tous les sujets. On a finit bien- sur une note d'espoir, c'est bien. Oui, voilà. Et on a bien tenu, on était que deux, mais on a bien tenu, donc bravo à toi, Derrick. Ben, bravo à toi. Voilà, donc il va falloir revoir la place peut-être d'Ania et Adoc, mais on en reparlera. Est-ce qu'on va faire un licenciement, un plan social, on ne sait pas. Mais voilà. Donc, comme toujours, on espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions à nous poser, on a une adresse email qui est thermopile@protonmail.com, enfin .com. Écrivez-nous. Demandez ce que vous voulez, s'il y a du courrier des lecteurs, on le lira à l'antenne si ça vous plaît. On a un YouTube, on a un Facebook, on a un SoundCloud et on a un Twitter @rthermopile qui est tenu par un peu nous tous. Voilà. Et vous pouvez nous contacter via ces canaux-là. Et on vous encourage comme toujours à essayer de partager ce qu'on fait, c'est important. Voilà. Et voilà. On a aussi peut-être une info à vous transmettre, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on a été obligé de payer pour pouvoir diffuser nos émissions sur SoundCloud. Et donc du coup, il y a un projet de compte Tipeee qui est en cours. Donc voilà, normalement, au cours de la semaine, vous pourrez trouver notre Tipeee. On vous tiendra au courant sur nos réseaux, évidemment. Mais voilà, c'est pour vous préparer un peu au fait que ben voilà, on commence pour pouvoir continuer à faire nos émissions, on commence à avoir besoin de votre argent. Voilà, mais voilà, faut le dire, c'est que de façon très concrète, si on veut uploader au rythme qui est le nôtre d'un épisode d'1h30 par semaine, il faut payer 11 € par mois sur SoundCloud. Et voilà. donc on en est là. Sans compter aussi que, bon, vous le savez pas, parce que voilà, vous nous écoutez, vous ne nous voyez pas, mais on est 4 habituellement, et on a un micro pour 4, ce qui est quand même assez contraignant d'un point de vue logistique. Donc, si vous êtes suffisamment généreux, on pourra peut-être avoir un son de meilleure qualité. Voilà, plus investir dans de pratique. l'équipement, et parce que bon là c'est vrai que c'est un peu ghetto d'être à 4 autour d'un micro, et c'est pour ça que des fois la qualité est un peu inégale d'un épisode à l'autre, parce qu'il faut changer l'arrangement. Mais voilà, enfin bref, on va pas vous soutirer votre pognon, voilà. On va vous expliquer tout ça en détail de façon précise. Et on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis à la prochaine. À plus.